Hello there. En revoyant le film, je me suis dit qu'en fait les deux tours c'était vraiment une grosse bande-annonce pour la grande bataille du final. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Je sais que je devais sortir la vidéo à la base hier, mais j'ai eu un petit retard d'écriture, mais du coup me voilà. Sans plus attendre, aujourd'hui on s'attaque au second volet de la trilogie, les deux tours. Le film est sorti le 18 décembre 2002, soit un an après le premier, et c'est toujours réalisé par Peter Jackson. On reprend exactement le même casting, sauf que cette fois, on y ajoute de nouvelles têtes. Donc, mis à part le casting du premier film, on y retrouve Bernard Hill dans le rôle de Théoden du Roi, Miranda Otto dans le rôle d'Éowyn, et d'ailleurs, petite anecdote, quand j'étais petit, je croyais que son prénom c'était Héroïne. Bref. On y retrouve donc aussi Brad Dourif dans le rôle de Grima, langue de serpent, David Wenham dans le rôle de Faramir, Andy Serkis bien évidemment dans le rôle de Gollum, et enfin Karl Urban dans le rôle de Éomer. Désolé pour le bordel. Bande de sales fils de pute. Et je vais le dire tout de suite, quelle suite! C'est un mélange parfait de poésie, de deuil et d'épique. Je précise bien évidemment que je ne vais pas pouvoir revenir sur tous les passages du film, et je pense même que je vais passer assez vite sur certains, parce que soyons honnêtes, il faudrait une vidéo d'1h30, 2 heures pour parler vraiment de tous les détails des deux tours, tellement ce film est complet. Le film reprend exactement là où le premier nous avait laissé. Jusque là, c'est logique. Et bordel, cette introduction, elle est juste mémorable. Elle est tellement incroyable, elle est tellement épique. Et personnellement dans cette scène il y a vraiment deux plans que je trouve super classe, c'est celui-là. Et bien évidemment celui-là. Mais après cette magnifique introduction, on va vite se faire rattraper par la réalité avec le réveil en sursaut de Frodon. En effet, et comme je l'avais dit à la fin de ma review sur la communauté de l'anneau, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là dans l'histoire, les méchants ont pris le dessus sur les gentils et que la lumière n'est plus vraiment une sécurité pour les héros. Ce que je trouve d'ores et déjà hyper intéressant avec ce deuxième volet, c'est que l'architecture est totalement différente du premier. Étant donné que la communauté de l'anneau est dissoute, les personnages se retrouvent tous dispersés un peu partout et à mon sens, on suit vraiment trois intrigues différentes. Celle de Frodon, Sam et de Gollum, celle de Pippin, de Merry et des Ents, et enfin celle de Legolas, Aragorn, Gimli et le Rohan. À mon sens, une des grandes forces des deux tours, c'est qu'il est beaucoup moins linéaire que la communauté de l'anneau. On se concentre vraiment plus sur les personnages secondaires, plutôt que de se concentrer uniquement sur la quête de Sam et de Frodon. Ce qui va donner bien évidemment plus d'épaisseur aux personnages. Mais avant de parler de toutes ces intrigues, parlons des nouvelles têtes présentées dans ce film. À mon sens, ce deuxième film reprend exactement les mêmes codes de présentation de personnages que le premier. C'est-à-dire qu'on va avoir droit à une mise en scène qui va prendre son temps, qui va prendre le temps d'installer ses personnages. Et bien évidemment, la mise en scène va essayer de les mettre en valeur de la façon la plus efficace possible. Et bien évidemment, comme dans le premier film, les personnages vont être liés à l'histoire de façon très naturelle. L'intrigue de Gollum va se retrouver liée à celle de Sam et de Frodon. L'intrigue de Théoden, d'Éowyn, d'Éomer et de Grima vont se retrouver liée à celle d'Aragorn et compagnie. Et enfin, l'intrigue des Ents va se retrouver liée à celle de Pippin et Merry. Commençons par le commencement. On retrouve donc notre communauté dissoute. Sam et Frodon se retrouvent en plein milieu d'un lieu un peu sombre et couvert de brouillard. Et ce brouillard est à mon sens un choix très intéressant. Car à cause de lui, les personnages vont se retrouver perdus. Mais aussi nous, spectateurs. Car comme Frodon et Sam, nous avons très peu de visibilité sur le lieu en question. On est vraiment en symbiose totale avec les personnages. Et les lieux qu'ils traversent, il faut se le dire, ils ne sont pas du tout rassurants. Et à mon sens, ça va devenir le cadre parfait pour présenter Gollum. Et quelle scène d'introduction! Déjà, premier point à noter, c'est que je trouve que la 3D n'a pas du tout vieilli et je pense même que ça sert encore de référence aujourd'hui. Notamment dans la décomposition des mouvements de Gollum. Et d'ailleurs, le design de Gollum, je le trouve encore aujourd'hui beaucoup trop cool. Le teint gris et les yeux bleus, je trouve que c'est un mariage de couleurs qui fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, Gollum est sans doute le personnage secondaire le plus réussi du film. Et on le constate tout particulièrement à travers cette scène miroir. Où Sméagol va se mettre à parler avec lui-même. Non, tu n'as pas d'amis. Personne ne t'aime. Je n'entends rien. Je n'entends rien. À travers ça, on voit vraiment que c'est un personnage assez complexe, notamment via sa forte schizophrénie. Mais ce qui est très très fort dans la mise en scène, c'est qu'elle va arriver à nous faire éprouver de la compassion pour lui. Et on nous montre qu'au fond, malgré son apparence très monstrueuse, il a peut-être encore une part de bon en lui. Qu'est-ce que tu as dit? Quand il se parle à lui-même, Sméagol arrive à dégager Gollum. Nous lui avons dit de s'en aller. Et il s'en est allé. Mais ce n'est que partie remise.
Car après ce qu'il considère comme une trahison vis-à-vis de Frodon et de Sam, Sméagol va se faire battre violemment par les hommes, et ça aura bien évidemment des conséquences. Ensuite, ce premier segment narratif, mis à part la présentation de Gollum, et par le biais du chemin parcouru par Sam, Frodon et Sméagol, le film va aussi nous présenter Faramir, le frère de Boromir. Et d'ailleurs ça, juste après une scène où les hobbits voient des éléphants de guerre. J'en connais une qui en aurait fantasmé d'ailleurs. Pour revenir à Faramir, à mon sens, ce n'est pas quelqu'un qui est foncièrement différent de l'image des hommes qu'on nous donne dans Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire des personnages égoïstes, opportunistes et avides de pouvoir. Et d'ailleurs, il a exactement le même regard que son frère quand il voit l'anneau. Mais pour le coup, dans les deux tours, on nous montre plus en profondeur les motivations de Faramir. C'est un personnage qui n'est pas très aimé de son père et par conséquent, il va beaucoup le décevoir. Du coup, le fait qu'il puisse rapporter l'anneau de pouvoir aussi facilement à son père, il voit à travers ça une sorte de forme de rédemption. Et d'ailleurs, le fameux flashback avec Boromir, vous ne pourrez le voir que dans la version longue. Et c'est super intéressant parce qu'on comprend le conflit que Faramir a en lui, mais au final, après l'attaque des Nazgûl, quand il voit Frodon face au spectre, il finit par comprendre les enjeux et il va laisser partir les hobbits. Et ensuite, comme deuxième segment narratif, nous avons le retour de notre trio favori. Qui au départ cherche Pippin et Merry. Et d'ailleurs, pendant cette course-poursuite, Gimli est vraiment beaucoup trop drôle. Les longues distances m'épuisent. Nous les nains, nous sommes des sprinteurs. Redoutables sur les courtes distances. Et aussi, quand ils arrivent à la frontière du Rohan, ce passage est incroyable. Ce que j'ai vraiment trouvé aussi super intéressant dans la mise en scène, c'est que contrairement au premier film, on va donner plus d'épaisseur aux orques. On a souvent des scènes de dialogue et des scènes de conflit entre eux, mais soyons honnêtes, les orques restent stupides et c'est juste des machines de guerre. Mais ce segment reste vraiment super intéressant à mon sens parce que ça donne beaucoup de profondeur à l'univers. Mais bon, ils ont donné plus de profondeur aux orques, tout ça pour qu'ils se fassent massacrer par les troupes d'Éomer. Notre trio un peu plus tard va finir par croiser Éomer et ses troupes, et ils vont commencer à croire un petit instant que Pippin et Merry sont morts. D'ailleurs, en termes de montage, la séquence où Aragorn piste les hobbits est vraiment beaucoup trop cool. Et comme vous le savez, les hobbits ont fini par rejoindre la forêt et ils vont tomber sur les Ents. Et plus tard, Aragorn et compagnie vont tomber sur Gandalf, ce qui va les amener sur un autre chemin qui va croiser nos personnages du Rohan. Le Rohan est présenté comme une région déchirée par la guerre et les conflits familiaux. Et c'est cet aspect qui va vraiment être beaucoup exploité. Tout va commencer par la blessure et la mort du fils héritier de Théoden. La conséquence de tout ça, c'est qu'Éomer va se retrouver banni et que Saruman va maintenant avoir plein pouvoir sur le Rohan. Par la suite, Gandalf va finir par libérer Théoden de l'emprise de Saruman et le départ pour le gouffre de Helm est imminent. Et par conséquent, la bataille arrive. Et c'était vraiment épique à souhait, on a vraiment une bataille violente et ultra viscérale. Et mon passage préféré, c'est évidemment le lancer de nains. 1, 2, 3. Je ne parlais pas de celui-là. Pour parler plus en général, toute cette séquence se passe de nuit, donc dans l'obscurité. Et à la fin de la bataille, quand Gandalf débarque avec les troupes d'Éomer, la lumière du jour finit par faire son apparition. Et ce n'est sûrement pas une coïncidence. C'est à nouveau un indice de mise en scène à mon sens, qui nous dit que, à la fin du film, la lumière a repris du terrain. Et la phrase de Gandalf à la fin du film, vous comprenez comme moi que cette bataille c'était juste les préliminaires. Enfin, le troisième segment principal de narration du film est donc l'axe qui va entourer Pippin, Merry et les Ents. Et à mon sens, ça apporte vraiment très bien l'aspect poétique du film. Disons que ces passages sont vraiment les moins durs du récit, on y retrouve là toute la légèreté et tout l'humour dont le film a besoin. Honnêtement, ça fait presque conte de fées de voir des arbres qui marchent et qui parlent. Et d'ailleurs, Sylvebarbe, à mon sens, est un personnage vraiment génial. Ce qui est vraiment fort aussi dans la mise en scène de ces séquences, c'est qu'encore une fois, on apprend tout avec les dialogues. Qui sont les Ents, qui les ont créés, etc. etc. C'est très fort parce qu'à l'image du premier film, ça apporte beaucoup plus de contexte et beaucoup plus de background au long métrage. Et moi, il y a vraiment un passage qui me fait beaucoup rire, c'est quand les hobbits demandent où sont passées les femmes Ents, et que Sylvebarbe répond qu'ils les ont perdues. Mais elles ne sont pas mortes, hein. Non, 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 non. Ils les ont perdues comme si vous avez oublié votre enfant dans un supermarché, et que vous ne le retrouvez plus. Et je pense aussi que, hors du contexte du film, ce passage était un petit message écologique contre la déforestation.
Et après, il faut qu'on en parle. La dernière marche des Ents, j'ai des frissons à chaque fois. Quel passage incroyable! Tout ça pour vous dire qu'en premier lieu, ce qui fait la force de ce deuxième opus, c'est qu'il est beaucoup moins linéaire que son aîné. Ce qui va évidemment multiplier les moments cultes. On ne s'axe pas seulement sur Frodon et Sam comme je l'ai dit, et ça apporte beaucoup de profondeur aux autres personnages, et même à l'univers en général. Et comme je l'ai dit dans ma critique de la communauté de l'anneau, ils ont tous le temps d'écran qu'il faut. Mais à travers toutes ces intrigues, Jackson met vraiment l'accent sur la dualité et les esprits de groupe. Qu'elles aillent dans le bon ou dans le mauvais sens. Même quand les personnages se retrouvent séparés, ils ne se sont jamais retrouvés seuls. Beaucoup ont trouvé une complémentarité. Sam et Frodon sont liés par l'amitié, Aragorn, Gimli et Legolas sont depuis ce film des frères d'armes très soudés, et d'ailleurs ils se complètent à la perfection. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dois-je tout vous décrire? Ou vous trouvez un marchepied? On peut parler aussi de la dualité entre Aragorn et Éowyn, ou encore de celle de Théoden et de Girma. Mais la plus centrale, à mon sens, et celle qui a bénéficié du plus de soin, c'est celle qui concerne Sméagol et Frodon, car on voit à quel point l'anneau de pouvoir peut détruire une personne, et on voit le mal qu'il leur apporte à tous les deux. Deuxième point qui est très intéressant aussi à travers ces intrigues, c'est que chacune impacte les autres. Je vais m'expliquer en vous donnant un exemple précis. Si Gandalf n'avait pas libéré Théoden de l'emprise maléfique de Saruman, ça n'aurait pas poussé celui-ci à envoyer les orques au combat au gouffre de Helm. Et par conséquent, Pippin et Merry n'auraient pas pu s'emparer de l'Isengard accompagnés de tous les Ents. C'est incroyable à quel point rien n'arrive par hasard, tout est très bien écrit et tellement cohérent. J'en connais qui auraient dû s'en inspirer d'ailleurs de cette cohérence, hein. Et troisième point qui revient aussi très souvent, c'est le thème de la mort et par conséquent celui du deuil. On en voit très souvent dans le film à travers des flashbacks en temps réel ou même à travers des rêves. La mort de Gandalf impacte directement Sam et Frodon au début du film. La mort du fils de Théoden va inévitablement impacter le roi. On voit aussi la mort d'Aragorn via une vision du futur d'Arwen. Et on voit aussi le rapport qu'a Faramir à la mort de son frère Boromir. Ce sont des points assez dramatiques et assez lourds à porter pour le film, car c'est un peu un message qui s'adresse aussi à nous spectateurs, un peu pour nous dire que quelle que soit la finalité de cette aventure, une guerre reste une guerre, c'est imprévisible, et elle aura forcément des conséquences, bonnes ou mauvaises. Vous l'aurez compris à travers tout ça que Les Deux Tours est un film qui se veut très différent du premier. Et il a bien évidemment un rythme beaucoup plus posé. Ce qui va rendre évidemment toutes ces scènes de bataille très marquantes. C'est un film qui va vraiment se concentrer sur les horreurs de la guerre, sur le deuil, mais aussi sur les liens qui unissent les personnages. On nous répète sans cesse dans le film qu'il y a toujours de l'espoir. Et c'est ce qui va en faire un film très fort. Le seul petit défaut qui n'en est pas vraiment un que je pourrais reprocher au film, c'est que Les Deux Tours n'est que le lien entre la communauté de l'anneau et le retour du roi. Par conséquent, il n'y a pas de prologue ni de conclusion vraiment très marquant. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Les Deux Tours. N'hésitez pas à aimer et partager si le contenu vous a plu. Les nouveaux, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. Pour tout vous dire, je pense que le 2 c'est le film que je préfère dans cette trilogie, parce que c'est un film qui apporte tellement de choses et sûrement parce que c'est un film qui me touche beaucoup émotionnellement. Car il apporte des thèmes beaucoup plus durs et beaucoup moins faciles à digérer. Je le répète encore une fois, ça reste évidemment un avis subjectif. Et d'ailleurs, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des Deux Tours, et si vous aussi c'est votre opus préféré. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, dites-moi lequel est votre favori. Je vous invite également à me suivre sur tous les réseaux, ils s'affichent actuellement sur votre écran, mais sinon tous les liens sont en description. Nous on se retrouve très bientôt pour parler du retour du roi. Pour Frodon. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et portez-vous bien. Il était déjà mort. Il bougeait encore. Il bougeait encore parce que ma hache s'était enfoncée dans son système nerveux.